Salut à toutes, salut à tous et bienvenue sur Campus TV. C'est parti pour le premier épisode de La Voix du Campus, émission de débat dédiée à 100% à vous jeunes gens qu'on vous propose chaque mois pour discuter des problématiques des jeunes entre jeunes. Ici, on fait le tour de table pendant 45 minutes avec nos invités qui vont nous faire part de leur lecture de l'actualité. Dans ce premier épisode, on va discuter d'une thématique qui a suscité beaucoup de débats pendant cette rentrée 2018-2019. Mais avant tout, permettez-moi de vous présenter les invités que j'ai l'honneur de recevoir pendant ce premier épisode. Avec nous, 3 étudiants en master de gouvernance, gestion de ressources humaines et ingénierie de compétences de la faculté des sciences de l'éducation de Rabat. Je commence par les femmes d'abord, si les hommes n'ont pas d'objection à faire. Avec nous, Bedriya Nassoh, bonjour. Bonjour. Comment ça va? Ça va, alhamdoulilah. Très merci. bien. Et avec nous aussi, Shraib Mohamed, ça va? Bonjour. Alhamdoulilah, ça va Et bien. Oussama Rbea, comment ça va? Merci. Très très bien, merci à vous d'avoir accepté notre invitation et je vous souhaite la bienvenue à vous toutes et tous et je vous souhaite aussi à nous tous un bon débat. Inch'Allah, c'est un Merci plaisir beaucoup. d'être parmi vous. Dans un premier temps, on va parler d'un sujet qui a fait couler beaucoup d'encre, surtout auprès des féministes et des ardents défenseurs des droits de la femme, c'est bien le harcèlement sexuel au Maroc. Désormais, toutes les formes de violence sont punies par la loi. Comme vous le savez, on a témoigné durant le mois de septembre de l'entrée en vigueur de la loi 103-13 qui punit le harcèlement sexuel. Et donc à partir de maintenant, grâce à ceux qui ont l'habitude de harceler les femmes dans la rue, parce qu'ils peuvent risquer d'une peine allant jusqu'à 6 mois de prison et une amende entre 2000 et 20 000 dirhams. Donc là, ma première question à vous, si bien sûr vous avez jeté un coup d'œil sur la loi contre le harcèlement sexuel, qu'est-ce que vous en pensez? Et je commence par Mohamed Cheraibi, non pas par les femmes cette fois, je suis désolée, mais on commence par Mohamed Cheraibi, vas-y, je vous en prie. Donc je commence d'abord par un point qui me semble très important. Je pense qu'avant de parler de la nouvelle loi de l'harcèlement sexuel, il faut d'abord parler de la différence qu'il y ait entre la séduction et l'harcèlement sexuel pour Oui, qu'il n'y ait c'est pas très cette intéressant. ambiguïté entre les deux Exactement. notions. Donc je vais commencer par vous présenter un simple exemple de la séduction. On va avoir un jeune garçon qui va essayer de séduire une jeune fille. Premièrement, il va commencer par essayer d'attirer l'attention de la jeune fille et ce par divers moyens. On est bien d'accord là-dessus. Ouais. Donc deuxièmement, on aura cet échange de regards entre les deux parties et ensuite on va avoir la Un phase contact. exactement la conversation qui Ouais. est un élément primordial pour engager tout type de relation parce qu'on ne peut pas avoir une relation sans engager une conversation. Tout à fait. Contrairement alors à l'harcèlement sexuel, dans la séduction, on n'a pas cet acte agressif. Dans l'harcèlement sexuel, on a un acte agressif par la part de l'harceleur. Donc l'harceleur qui s'impose exactement, qui a un à sa manque victime, de confiance sur sa et victime. d'assurance. Oui. Et c'est la raison pour laquelle il préfère passer par un acte agressif et non pas essayer de séduire la fille. Donc dans l'harcèlement sexuel, on peut avoir 2 cas. Le premier cas, c'est la fille qui va essayer de tacler négligemment les actes de son harceleur. Exactement. Ou bien on va avoir la jeune fille qui va essayer de s'auto-défendre, il va essayer même de répondre à son harceleur parce qu'elle en a marre ou pour d'autres raisons. Et c'est ce qu'on a généralement tendance à voir tous les jours dans la rue marocaine. Et je pense que rien que le fait d'avoir ce genre de réaction dans la société marocaine nous pousse déjà à avoir cette nécessité d'avoir une loi qui encadre ce fléau qui reste d'ailleurs présent, très très présent, que ce soit sur le niveau national ou bien international, et qu'on a toujours du mal à le résoudre. Donc je pense que la question que je me pose maintenant, c'est est-ce que cette loi va réellement répondre pour ces cas? Parce que si on fait... Si elle va réellement rendre justice Exactement, à la femme exactement. qui subit le harcèlement. Surtout lorsqu'on fait la comparaison entre le cas marocain et le cas européen, on remarque que, par exemple, si on prend le cas français, on a remarqué qu'on a eu juste cette accumulation de plusieurs lois qui n'ont abouti à rien. Donc, surtout, également, je voulais ajouter un autre point, le texte de la loi de l'harcèlement Oui, parce sexuel. que figurez-vous, je vous interromps, figurez-vous que le harcèlement, c'est un fléau, c'est une problématique universelle qui est pas Exactement, on adhère tout le monde. qui est
pas exclusivement parce qu'on a tendance à dire dans les conversations générales que c'est un problème qui est plutôt arabo-musulman, alors que c'est pas du tout le cas, c'est une problématique universelle. Exactement. Vas-y, je continue sur... Je voulais juste ajouter un petit point avant de finir cette première question. Donc, le texte de la loi de l'harcèlement sexuel, il reste un texte flou et qui peut même laisser la porte ouverte à d'éventuelles interprétations qui sont malheureusement en défaveur des personnes harcelées. Exactement. Oui. Je ne sais pas si vous partagez avec moi. Justement, ça serait ça ma prochaine question à vous deux. Donc, est-ce que vous partagez, est-ce que vous rejoignez l'avis de Chiraïbi? Parce qu'on est bien d'accord que le harcèlement est un acte qui est contre le gré de la femme harcelée, mais de l'autre côté, est-ce qu'on est d'accord que cette loi est réellement une nécessité? Est-ce qu'il y a des flous au niveau des textes? Tout à fait. D'abord, cette loi a été instaurée suite aux revendications du mouvement féministe et des organismes de la société civile pour renforcer les droits de la femme dans la société et surtout pour s'aligner avec les exigences de la Constitution de 2011 qui stipule l'équité entre les deux sexes et la promotion des droits de la femme dans la société et la défense contre toute forme de discrimination. Exactement. Bien sûr, comme vous savez, cette loi criminalise certains actes considérés comme violents qui pourraient porter atteinte à la dignité de la femme. Cette loi s'étend aussi pour inclure les paroles, les actes et les signes à connotation sexuelle ou pour finalité sexuelle, soit à travers des moyens écrits, électroniques, enregistrement audio ou même images. La loi impose des sanctions très strictes aux harceleurs, notamment 1 an à 6 mois d'emprisonnement et une amende de 2 000 à 20 000 dirhams. Oui. Bien sûr, ça dépend du délit commis, parce que là on parle de harcèlement sexuel qui peut arriver dans certains cas un harcèlement physique, mais généralement qui se limite à un harcèlement verbal. Tout à fait. Et j'aimerais bien citer une étude officielle qui a été dirigée par le Haut Commissariat au Plan. C'est une étude qui est relativement récente. En 2011, le Haut Commissariat au Plan marocain avait publié une étude révélant que 62,8% des femmes marocaines avaient subi un acte de violence au cours de l'année précédente. Seuls 17,4% de ces violences étaient rapportées à une autorité compétente et 3% seulement dans le cas des violences conjugales. Ouais. Donc, c'est une problématique nationale et qui pose beaucoup de problèmes, bien sûr, comme vous savez. Maintenant, je passe à votre question, les insuffisances de cette loi. Est-ce que d'abord cette loi rend justice au milliers de femmes marocaines? C'est de ça qu'on parle. Je dis partiellement. Bien sûr, c'est un pas en avant. Parce que depuis Moudawwala 2004, le Maroc n'a pas pu élaborer des lois en faveur de la femme. Ouais. Et donc, on ne peut que saluer cette initiative. Mais la question qui se pose, est-ce que cette loi est efficace ou au moins suffisante pour combattre ce fléau? À mon avis, je ne pense pas, pour plusieurs raisons. Premièrement, manque de détails et de précision sur l'ensemble des crimes liés à l'harcèlement sexuel. Donc, comme vous savez, on ne peut pas traiter la problématique de l'harcèlement sexuel d'une manière sommaire. Donc, il y a des crimes qui font partie de l'harcèlement sexuel. Donc, dans cette loi, il y a un traitement, je dirais, sommaire et global de l'harcèlement sexuel. Mais sans précision, sans préciser et sans faire une transposition sur des cas bien particuliers. Tout à fait. Donc, par conséquent, classer les responsabilités selon le degré de danger et de gravité. C'est la conséquence de la première insuffisance, puisqu'il n'y a pas une précision, un détail au niveau des crimes liés à l'harcèlement sexuel, donc il n'y a pas, je dirais, cette hiérarchisation des responsabilités. Troisièmement, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, je pense que cette problématique, il est, comme vous avez dit, c'est une problématique universelle, mais aussi complexe. D'accord. Et je pense que la femme subit la violence, si on parle de la violence comme une composante de l'harcèlement sexuel, de la part de l'État, de la part de la société et de la part de la famille. Pourquoi de la part de l'État? Parce que si vous dites de la part de l'État, ça veut dire beaucoup de choses. Non, moi, sincèrement, je pense que, comme j'ai dit, c'est un problème qui est complexe. Et l'État fait partie de ce problème. Comment? L'absence
des lois protégeant les droits de la femme est une forme de violence pour moi. Ah, ça veut dire que vous êtes en train de responsabiliser l'État sur le sort de ces victimes de harcèlement sexuel. Et même c'est une forme de violence symbolique, si vous voulez. Oui, mais c'est bien. Comment peut-on expliquer l'absence de l'État en termes de ces lois? Donc l'État doit prendre la part de la responsabilité dans ce problème-là. Oui. Donc c'est un problème qui est, comme je dis, complexe. Le cinquième problème, le quatrième, je dirais le problème toujours de témoignage qui pourrait témoigner en faveur de la femme. Et d'ailleurs, c'est un problème qui ne se limite pas uniquement dans le contexte marocain. Donc le problème, même dans les pays démocratiques les plus développés. C'est très difficile d'approuver cet acte de témoignage. Surtout quand ça se passe dans un espace public, quoi, dans la rue. Donc là, on a du mal à faire une lecture de la situation, s'il y a eu vraiment un harcèlement, si la femme était en interaction avec l'autre genre aussi. Donc là, la situation est très relative. Pour conclure uniquement, ce qu'il faut retenir pour moi, deux insuffisances pour cette loi. D'abord, manque de précision du détail. Deuxièmement, le problème de témoignage. Oui, tout à fait. Merci beaucoup. Donc là, je passe vers Bedria qui a aussi un mot à dire là-dessus. Déjà, si vous rejoignez l'avis de Oussama et Mohamed, mais si c'est pas le cas, en quelque sorte. Merci Yasmine. Donc je suis tout à fait d'accord avec l'avis de Monsieur Charibi. Il faut déjà faire la différence entre l'harcèlement sexuel et la séduction, parce que ce sont deux concepts qui sont tout à fait différents l'un de l'autre. L'un par consentement et l'autre sans consentement. Exactement. Là, le premier, on va dire, l'harcèlement sexuel, c'est où il y a l'agressivité, où il y a la violence, où il y a toutes les formes d'agressivité verbale, physique et non verbale aussi. Mais la séduction, ça reste un concept qui est accepté par tout le monde dans les relations, qui relève du romantisme et qui est tellement important dans une relation. Donc c'est déjà, on va dire, la porte d'entrée d'une relation, c'est la séduction. Et donc quand on parle de harcèlement sexuel, c'est comme on a dit, c'est n'importe quel comportement à connotation sexuelle qui s'exprime physiquement ou verbalement, ayant pour objet ou effet de porter atteinte à la dignité de la personne. C'est là où on parle de toucher à la dignité de la personne. C'est aussi l'intimider, la mettre dans un environnement hostile, dégradant, dévalorisant, humiliant même. Et je crois que c'est quand même le respect, c'est quelque chose de tellement fondamental pour tous les êtres humains. Oui, c'est crucial dans toutes les relations humaines. Oui, et justement, on revient vers la loi. J'aimerais bien avoir votre avis là-dessus. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous rejoignez leur avis qui disent qu'il y a un flou dans les textes d'application et qu'il va falloir... Il y a un manque de précision, tout à fait. Ou bien vous avez un autre avis là-dessus? Non, moi je suis tout à fait d'accord. Quand on parle de manque de précision, manque de détails, manque de détails concernant la loi, concernant son contenu, il y a aussi manque de communication. C'est pour ça que on va dire que le manque d'information, le manque de compréhension, alors on doit quand même prendre un peu de temps pour expliquer aux gens, c'est que les gens qui n'atteignent pas un haut niveau intellectuel, tous les gens, ils ont droit, on va dire, ils ont droit d'avoir accès à l'information un peu plus détaillée et d'une façon... vulgarisée. Voilà, tout à fait. Pour que tout le monde puisse comprendre ce qui se passe réellement. Tout à fait. Ouais. Alors, quand on parle de manque, comme a dit Monsieur Abia, manque de témoignage, eh bien, ce n'est pas seulement manque de témoignage, c'est aussi... Et je dirais, en gros, c'est le problème, le hic, c'est pas la réglementation elle-même. C'est pas le fait d'appliquer une loi ou de sortir avec une loi ou de mettre en vigueur une loi. Mais le souci, c'est comment appliquer cette loi dans la réalité. Tout à fait. Donc quand on parle de l'application d'une loi, c'est qu'on est dans une société qui est envahie par les tabous. Ça veut dire, est-ce qu'on est déjà prédisposé psychiquement à affronter l'acte du harcèlement sexuel déjà? Exactement.
parler de sexualité dans notre société est tellement difficile, c'est un tabou. Oui, Et et déjà parmi parce d'autres. que tout le monde risque de subir le harcèlement sexuel à tout moment, que ce soit dans la rue, que ce soit dans d'autres contextes. Exactement. C'est ça ce qui pose le problème. Donc vous êtes complètement d'accord avec... Oui, je suis tout à fait d'accord et je rappelle mon avis, c'est juste, je dirai toujours que c'est un problème d'implication, un problème d'application aussi, parce qu'il faut impliquer toutes les parties prenantes. Oui. Hein. Il ne faut pas parler juste aux femmes, aux hommes, mais il y a l'éducation, il y a la famille, il y a beaucoup de Il y a tous parties les prenantes. éléments de société qui doivent être impliqués à ce niveau. Tout à fait, tout à fait. Et Exactement. puis, il y a ce qu'on appelle la volonté, non pas la volonté, mais le courage des femmes à porter plainte, par exemple, en cas d'harcèlement. Tout à Ça. fait. Donc, il y a la mise en confiance. C'est vrai que la loi, elle est venue. Moi, je compatis, c'est vrai que je dis que oui, je suis pour cette loi. Heureusement que c'est quand même un effort. Exactement. Je C'est crois un que c'est support. quand Parce même que un effort. c'est déjà une première en Maroc. Voilà, exactement. C'est un effort de la part On de la salue justice cette marocaine. initiative. Tout à fait, tout à fait. Et c'est quand même, voilà, il faut C'est une avancée, il faut la saluer, Il il faut mérite d'être l'encourager pour encouragé. tout qu'on à fait. puisse avancer dans le même sens. Donc là, on Tout à va fait. marquer une petite pause et on revient vers vous tout de suite après la pause. Donc la question suivante va être une citation de Atefat Mjidin, vice-présidente de l'Association démocratique des femmes du Maroc, interviewée par mes confrères de Guinée Adonia. Et là, je cite, la Marocaine doit jouir pleinement de sa citoyenneté, s'habiller comme il veut, circuler librement dans l'espace public, sans crainte d'être agressée verbalement ou physiquement. Alors, est-ce que vous êtes d'accord avec cet avis? Là, je fais le tour de table et je commence par Mohamed Chiraï. Alors non, je n'adhère pas à cette citation. Je pense que dans la société marocaine, on a toujours eu ce stéréotype qui dit que lorsque la femme porte quelque chose de provocante, exactement, l'homme peut se permettre d'harceler la femme comme il veut, sous prétexte... Mais je sais pas d'où on a eu cette Exactement. légitimité de Exactement. s'imposer à C'est la la, femme. c'est la question comme que si, je me pose. Et quels sont les critères de cette tenue ou bien de ce style vestimentaire provocant qui c'est qui a établi déjà les normes d'un style provocant et d'un autre qui n'est pas qui provocant. n'est pas provocant. Exactement. Exactement. Donc je pense que la femme peut se permettre de porter ce qu'elle veut, mais tout en respectant des limites. Bien Mais sûr. c'est là où la question se pose. Quelles sont les limites? Oui. Parce que les limites, tout dépend du contexte où on se trouve. En fait, tout je dépend de pense, la je culture. pense que chaque place dispose de sa propre sacralité. Par exemple, l'université reste un espace dédié aux étudiants où on ne peut pas se permettre de porter ce qu'on veut. Donc Bien sûr. je pense que même la rue a sa propre sacralité. Donc il y a toujours des limites qui sont souvent imposées par la société. Donc il y a les normes sociétales. Par exemple, si on prend l'exemple de la religion, on est d'accord qu'il y a certaines limites, il y a certains critères en termes de style Oui, la religion vestimentaire. a bien défini Exactement, les exactement. parties du corps de la femme qui Mais ne de toute doivent façon- absolument pas apparaître. Exactement, de toute façon, il faut respecter des normes et il y a toujours des limites qu'il faut respecter. On peut porter ce qu'on veut, mais tout en gardant un minimum de limites. Voilà. Exactement. On passe à Oussama Raba. Est-ce que vous rejoignez Chiraïdi? Je pense que cette question semble facile à traiter, mais c'est une question qui Très cache, complexe. Exactement, qui cache exactement. énormément de problèmes. D'abord, C'est une question qui fâche et qui cache des problèmes. Vous savez pourquoi ça fâche? Parce qu'il y a des gens qui se disent ah mais non mais c'est pas possible que d'autres personnes interviennent dans mon style vestimentaire. Oui. C'est mon droit de porter ce que je veux quand je le veux. Et il y a de l'autre côté d'autres qui disent comme Chiraïdi oui, vient de oui. Vous l'expliciter. savez pourquoi? Oui, D'abord, je vous en prie. D'abord, Schreiber a souligné un point très important. Il a parlé des normes sociales. Et lorsqu'on parle des normes sociales, c'est-à-dire ils varient d'une société à une autre. Donc, ils ne sont pas stables, ils sont dynamiques. Mhm. Et les normes Exactement. sociales sont, je dirais, construites par la société. Et cette construction des normes, normalement, il est influencé par un héritage, je dirais, culturel, un Exactement. héritage religieux, un héritage parfois politique même. Mhm. Donc, il n'y a pas des normes universelles. Et donc, des vêtements pourraient être, je dirais, interdits par une société, Mhm.
Mais dans un autre contexte, je dirais, social et culturel, on peut trouver le contraire. Exactement. Mais qu'est-ce qu'on transpose sur le cas du Maroc? Qu'est-ce qu'il faut... Je pense quand même il y a des normes sociales au Maroc. Bien sûr, il y a des normes qui sont, je dirais, intimes. Bien sûr qu'il faut cacher pour moi. Mais généralement, c'est la société qui détermine les normes. C'est-à-dire, pour moi, sincèrement et personnellement, je pense que je suis responsable. Si par exemple la femme porte des vêtements bien déterminés qui sont classés hors normes, moi je dois être responsable. Vous dites, en tant mais qu'homme. vous dites ça en tant que père, en tant que frère ou en tant que... Oui, en tant qu'homme d'abord, moi je suis responsable, c'est-à-dire s'il ne respecte pas, je dirais, normes sociales, moi je dois le respecter tout simplement. Ouais. Mais comme j'ai dit, c'est une question qui n'est pas du tout facile. Parce qu'il est lié à la question de la perception de la femme. Exactement. La perception de la femme. Oui, justement. Alors là, en parlant de perception, c'est vrai qu'on a tendance de responsabiliser la femme tout le temps de son habillement. On dit toujours, écoutez, c'est la femme qui a provoqué l'homme, c'est la femme l'homme aussi est qui a responsable. poussé l'homme à aboutir à commettre cet acte. Oui, c'est pour cela que je dis que l'homme aussi est responsable. Et pour moi, je dirais, la mauvaise perception de la femme est un bon indice pour qualifier un pays. Est-ce qu'il s'agit d'un pays développé ou sous-développé? J'adhère. Moi, sincèrement, je ne possède pas de chiffres, mais par une simple lecture, on constate que les pays les plus développés, les plus démocratiques, avec un indice de développement humain très élevé, sont ceux qui connaissent une situation... qui ont une situation, je dirais, propice et favorable pour la femme. Et on peut inverser l'image et dire que les femmes les plus protégées ayant leurs droits sont celles qui participent au progrès, au développement de leur pays. Donc il y a une corrélation entre les deux. Pour le contexte, je dirais, arabo-musulman, je pense qu'il y a trois raisons majeures. Une raison historique, et c'est une raison qui peut s'appliquer sur tous les contextes, je dirais, non uniquement le contexte arabo-musulman, c'est le contexte historique. C'est-à-dire que la domination masculine, depuis l'aube de l'humanité, à cause de la force physique. Et donc, le concept de la compétence n'était pas reconnu. Et c'est la force physique qui compte. Et donc, ce qui a permis de structurer la société sur une pyramide de force. Les hommes sont hauts et les femmes sont bas. Donc, c'est historique. Mais c'est toujours une question de supériorité. Oui, de supériorité, mais à cause de la force physique. Ouais. C'est-à-dire, on classe l'homme et la femme, mais selon, je dirais, ce caractère physique. Donc, il y a cette raison historique, la raison religieuse, mais je dis des interprétations religieuses, parce que on essaie de légitimer la supériorité de l'homme, mais par la force du texte divin. Exactement. Ouais. C'est-à-dire, on utilise le texte sacré, mais pour montrer la supériorité du genre. Donc, on analyse le texte sous une approche de la supériorité du genre. Oui, on peut utiliser certains versets coraniques, par exemple, pour montrer que l'homme est supérieur à la femme. Donc, c'est une question d'interprétation religieuse. Je vais devoir t'interrompre. Je suis désolée pour qu'on puisse passer, pour qu'on puisse avancer. Donc on est bien d'accord que c'est une question de perception de la femme, c'est une question de culture, de mentalité. Il y a beaucoup de paramètres qui rentrent là-dedans. C'est certainement une question très complexe. Mais est-ce que vous êtes d'accord avec ça ou vous avez un autre avis là-dessus? Alors, concernant le contenu de la citation, personnellement, j'y adhère pas. De toute façon, il faudrait que, déjà, la situation, il faudrait qu'elle se focalise sur un contexte. D'abord, comme mes camarades ont dit, donc déjà, ils ont mentionné le fait qu'il existe des normes sociales, des normes religieuses, des normes qui entrent dans on va dire qui limitent la liberté de la personne. Oui, mais déjà, il faut savoir une chose. Quand on parle de son corps, quand on parle de sa liberté, quand on parle de ce qui est propre à nous. Pourquoi on a besoin de lier le corps à la liberté de la femme? Parce que la liberté de la femme n'est pas limitée à son corps.
Tout à fait, tout à fait. Non, le mot liberté, déjà le concept liberté, c'est un concept qui est tellement vague et très riche. Dynamique, d'abord, il varie d'une Oui, société à une autre. parce Il que- n'y a pas une seule liberté. Exactement. Mais si on vise, parce que là la situation elle ne vise que Oui, tout à l'habillement fait. dans On est en train de parler. voilà, dans les lieux publics. Déjà quand on parle, comme j'ai dit, quand on parle de corps, quand on parle de liberté personnelle, mais il faut savoir que chacun a ses conventions sociales qui ont rapport avec l'intimité, avec la pudeur, avec le respect de son corps, avec le respect Tout de dépend l'autre. de et tout ça. l'environnement où Donc, on même habite. la je crois que culture. c'est vrai que c'est complexe, c'est vrai que c'est complexe, c'est vrai que il n'y a pas que la liberté de la femme, il n'y a pas que ça, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de facteurs qui entrent dedans. Déjà, quand on parle de le problème de la perception de la femme, c'est vrai que ça ne vient pas, c'est pas actuel, c'est pas Oui. c'est pas de nos jours, c'est très très ancien. C'est Oui. même Aristote qui disait que la femme était Oui, un mais ma- ça date de la préhistoire. voilà, La exactement, problématique du genre. mammifère de reproduction, donc il n'y avait pas une âme Oui. intellectuelle. Oui. Et puis, si on veut parler de la psychologie différentielle des sexes du siècle dernier, elle a fait l'erreur d'utiliser l'homme comme une norme. Donc l'homme, c'était une norme, l'homme était une norme pour la psychologie différentielle, c'est une norme pour pouvoir inférioriser la femme et limiter son contexte de responsabilité, il est limité entre la sexualité, la nourriture, l'éducation des enfants. Et puis voilà. Mais C'est déjà, le besoin primaire, il n'a pas. tout à fait, et Il ça n'a a pas évoqué enfoncé la la demande plaie. d'enquête Ça intellectuelle. a enfoncé la plaie, et heureusement qu'il y a la psychologie moderne qui a au moins aidé à éclaircir que toutes les différences qui font que l'homme ne ressemble pas à la femme, Mhm. c'est des différences qui sont des différences complémentaires. Donc il ne faut surtout pas se focaliser sur la liberté de l'habillement dans les lieux publics parce que ça dépend des normes sociales, qu'on l'on veuille ou pas. On est conditionné par les normes sociales. voilà, on appartient à une communauté, on appartient à une société X, donc c'est la société qui détermine. Tout à fait, on est bien d'accord là-dessus. Et je dois souligner que Boudria est licenciée en psychologie, ce qui explique son référentiel en matière de psychologie. Et donc là, on passe à la question suivante. J'ai envie qu'on discute un peu de l'éducation, du volet entre éducation et harcèlement sexuel. Et là, ma question est, est-ce qu'il y a déjà une corrélation entre le harcèlement sexuel et l'éducation, ou bien précisément l'éducation à la sexualité? Le mot à vous, Sishraïb. D'accord, donc je pense qu'on se rappelle tous de la dernière vidéo, ou bien des deux derniers cas qui ont créé toute une polémique ces derniers jours au Maroc. C'est l'histoire de la jeune fille Zineb qui s'est fait agresser par, si je me rappelle, 6 garçons dans un bus à Casablanca. Et même de l'affaire de Khadija, la jeune fille de Bni Mellal, qui s'est fait agresser également par une dizaine de jeunes hommes. Je pense, on va pas rentrer dans les détails de l'affaire, oui, parce que exactement, parce qu'on a eu... l'affaire est toujours le procès est en cours, donc on va pas Exactement, s'attarder là-dessus. on est tous d'accord qu'on a eu toute une polémique à propos de la situation de la fille, entre ceux qui défendent la fille et ceux qui l'accusent, donc ça c'est un autre sujet. Oui, bien sûr. Moi, ce qui a attiré mon attention le plus, c'est le fait de continuer à voir ce genre de problème au Maroc en 2018. Donc je pense que ces problèmes sont dus essentiellement au manque d'éducation sexuelle qu'on a au Maroc. On a un manque extrême au niveau de l'éducation sexuelle, que ce soit au niveau de la famille ou Mais bien... qu'est-ce qu'on veut dire par l'éducation sexuelle déjà? Qu'est-ce qu'on veut dire par ce... Parce que généralement, les avis diffèrent entre ceux qui disent « Ah non, l'éducation sexuelle va nous poser problème dans notre culture, on n'est pas averti par rapport au problème de la sexualité et ça pourrait finalement engendrer des comportements inappropriés de la part des enfants. » Et aussi de l'autre côté, ceux qui disent qu'en fait, non, c'est une nécessité, on est en 2018, il y a beaucoup de... je sais pas, tout est déjà disposé sur internet et les enfants ils se confrontent à ce genre de contenu. En fait, on fait semblant de croire que l'éducation sexuelle va mener à créer la débauche sexuelle, alors qu'on est tous d'accord sur le fait que la débauche sexuelle existe déjà dans tout le monde arabe.
C'est pas essentiellement le cas national, le cas marocain, mais la débauche sexuelle existe déjà dans tous les pays, du monde arabe. Donc Ouais. c'est pas forcément l'éducation sexuelle qui va mener à la débauche sexuelle, alors que la débauche existe déjà, la Oui, débauche mais tous sexuelle. les pays arabes souffrent de problèmes d'éducation à la sexualité. Donc, Exactement. donc, Moi, je pense enfin, j'adhère à l'idée de l'éducation sexuelle et la chose auquel déjà, j'ai est-ce qu'on pensé dit maintenant. éducation sexuelle ou éducation à la sexualité? Corrigez-nous, Bedria, si on se trompe. Alors, éducation sexuelle, éducation à la sexualité, ça reste une forme d'éducation, mais quand on fait une éducation sexuelle, c'est que c'est une éducation on va dire, qui est focalisée sur tout ce qui est en rapport avec la sexualité. Quand on parle des domaines ou des thèmes qui doivent être expliqués ou dans l'éducation sexuelle, c'est tout ce qui est la découverte du corps, tout ce qui est la puberté, la conception de la masculinité, la conception de la féminité, les risques des infections sexuellement transmissibles, la contraception, donc tout ce qui est en rapport avec la sexualité. Mais il faut déjà savoir que quand on parle d'éducation sexuelle, elle doit faire partie de l'éducation. Oui. Et quand on dit qu'elle doit faire partie de l'éducation, c'est qu'elle ne doit pas être justement qui doit pas faire, on va dire, le sujet de juste à l'école. Donc Oui, ça doit être global. Exactement. ça doit commencer Dans la par les famille, parents. par la famille, exactement. Puisque vous avez parlé de l'éducation à la sexualité, moi je propose l'éducation d'abord au respect, c'est-à-dire une éducation qui est globale, générale, qui ne concerne pas uniquement à l'éducation à la sexualité, mais aussi, comme vous avez dit, l'éducation dans la famille d'abord. Et moi, je suis convaincu que l'éducation permet de réduire le chemin. Et depuis toujours, les lois ont été transgressées, au moins efficaces. Et si la personne est construite de bonne manière, dans la famille d'abord, puis à l'école, on n'aura pas besoin des lois, puisqu'on parle toujours de l'harcèlement sexuel. Et je pense, moi je parle de l'éducation, mais dans le sens général. Je ne parle pas de l'éducation à la sexualité. L'éducation en tant que fondement Oui, basique oui. pour l'enfant. Et celui d'abord de la famille, puis dans l'école. Et je pense que l'éducation du XXe siècle serait inutile maintenant. C'est-à-dire que la société doit recristalliser une nouvelle éducation basée sur les avancées scientifiques, sur les neurosciences, sur la pédagogie, la psychologie, la sociologie et les sciences morales, surtout les bonnes pratiques de la religion. Puisqu'on parle toujours de l'harcèlement sexuel, moi j'essaie de faire le lien entre je dirais, ce comportement qui est violent avec l'éducation d'une manière générale. Parce que un enfant qui respecte la femme, il ne peut pas commettre cet acte, bien sûr. C'est pour cela que j'essaie de parler de l'éducation dans le sens général. Puisque, bien sûr, l'éducation à la sexualité fait partie de l'éducation dans le sens global. Et donc, les parents, je dirais, sont désormais obligés de posséder un bagage pluridisciplinaire pour encadrer leurs enfants. Tout à fait. Et l'école, puisque nous sommes maintenant au sein de la faculté, l'école et la faculté doivent remplir leur finalité, je dirais, sociale et sociétale, en termes de la préparation des générations cultivées et éduquées, bien sûr. Et la loi, puisqu'on parle de la loi aussi, la loi va compléter tout ça. C'est-à-dire d'abord avoir un bagage. Il va encadrer les comportements déviés. Oui. C'est-à-dire on doit avoir un bagage issu de la famille. Il y a des fondements basiques. Des fondements solides de la famille, et aussi de l'école. Et la loi va intervenir pour encadrer certains comportements déviés. Et je dis que la loi complète l'éducation. La loi ne remplace jamais l'éducation. Et sur ce, on va marquer une deuxième pause et on revient vers vous tout de suite. À tout à l'heure. Alors avant d'entamer le dernier volet de ces débats, j'ai envie de vous poser une simple question. Déjà, qu'est-ce que pour vous une femme émancipée ? D'accord, donc émancipée normalement est le contraire de soumise. Et pour moi, la femme émancipée, contrairement à ce que plusieurs médias cherchent à faire circuler
dans les réseaux sociaux l'image d'une femme libérée qui peut faire ce qu'elle veut, montrer son corps comme elle veut. Donc moi, je n'adhère pas à cette logique. Ouais. Pour moi, une femme émancipée est une femme avant tout qui sait se faire respecter. C'est une femme qui pense à son avenir et à celui de ses enfants, de sa famille. C'est une femme qui travaille, qui... Donc vous liez le concept de l'émancipation avec la responsabilisation. Exactement. C'est également une femme qui cherche à créer la richesse, que ce soit pour elle et pour sa famille, mais par conséquent pour le pays. C'est également une femme qui participe à la vie politique. Donc c'est une perspective globale. Exactement. Pour moi, donc, une femme émancipée, c'est une femme qui n'accepte pas l'étouffement. C'est une femme qui cherche à évoluer, qui s'épanouit, qui cherche du travail, qui étudie, qui fait ses projets dans sa vie, mais avant tout, c'est une femme qui sait se faire respecter. Et non pas l'image que plusieurs médias cherchent à faire circuler. Oui, c'est une femme émancipée, c'est une femme qui doit se faire respecter. Moi, je pose la question, émancipée sur quel plan? Est-ce que émancipée... Plan individuel déjà. Est-ce que émancipée signifie émancipée des règles juridiques et morales, ou émancipée, c'est-à-dire il jouit de ses droits? Oui. Pour moi, cette description me provoque un problème. Sur quel plan et registre parle-t-on? Et je pense que cette description aussi présuppose que la femme est emprisonnée. Et qu'on cherche la finalité utile et de la libérer de la prison. Et normalement... Emprisonnée, non, mais là ce qu'on veut dire c'est que cette femme ne jouit pas pleinement de ses droits, n'a pas par exemple les mêmes opportunités de travail que l'homme, et ainsi de suite. Mais on est dans cette perspective-là, je suppose. Pour moi, on doit dépasser cette perspective défensive. Et on doit construire une autre philosophie basée sur les signes et le respect de la femme. C'est-à-dire dépasser ce cadre, je dirais, on parle seulement de l'émancipation, c'est-à-dire on essaie de libérer la femme. Oui. On ne doit pas uniquement libérer la femme, mais on doit améliorer la situation de la femme. On doit chercher à respecter la femme, à établir une philosophie de respect et d'estime et de considération de la femme. Non, mais si vous voulez, je veux bien qu'on sorte de cette perspective globale. Je parle d'une femme en tant qu'individu. Comment vous percevez une femme émancipée dans votre représentation? Pour moi, c'est une femme qui jouit de ses droits. Une femme qui est respectée par la société. Comme j'ai dit, je rejoins l'idée de Schreiber. Vous êtes toujours dans une perspective globale. On parle d'un individu. Oui, je ne parle pas émancipé, c'est-à-dire qu'il est contre les normes sociales, qu'il est toujours en confrontation avec les normes, avec on n'est pas en train de dire que c'est une femme révolutionnaire, on est juste en train de dire, on parle d'une femme émancipée, précisément. Pour moi, émancipée, une femme qui jouit de ses droits, bien sûr, une femme qui est respectée, une femme qui joue son rôle dans la société d'une manière, je dirais, d'une bonne manière, tout simplement. Très bien. Alors pour moi, une femme émancipée, je dirais par contre que c'est une femme qui est affranchie de tous les préjugés destructeurs pour sa condition. Donc c'est une femme qui va vers le meilleur, qui veut vivre le meilleur. D'accord. Donc c'est une femme au même titre que l'homme. C'est une femme, c'est vrai que dans notre société, c'est une femme qui est difficile à mettre dans une case. Déjà, entendre le mot femme émancipée, il y a une connotation négative et une connotation positive. Oui, c'est donc pour dans ça la perception de la femme, toujours le problème de la perception de la femme. Donc, mais si on vise aussi le côté positif d'une femme émancipée, c'est que c'est quelqu'un qui peut faire un petit peu le lien ou compléter ou la capacité de mener entre et son épanouissement personnel et la reconnaissance sociale. Donc c'est une femme, en fait, je pourrais dire aussi que c'est une femme qui est libre dans ses choix, dans ses décisions, qui assume ses décisions, qui assume les résultats de ses décisions, de ses choix aussi, et que ce n'est, on va pas dire une femme qui est révolutionnaire, c'est pas ça émancipée non plus, mais on peut pas non plus dire que c'est une femme qui est extravertie, mais c'est une femme qui a, je vais dire mon propos, qui a la tête bien entre les épaules. Oui. Donc, oui, on voit bien ce que tu veux dire. Alors là, je vous ai... Si vous permettez, Je vous en prie.
Pourquoi, comme j'ai dit, cette description provoque des problèmes? Parce que l'émancipation dans l'Occident diffère de l'émancipation en Orient. Parce que si, par exemple, on lit la philosophie de Simone de Beauvoir qui dit on ne naît pas des femmes, on le devient, c'est-à-dire il n'y a pas des barrières même psychologiques, biologiques entre la femme et l'homme. Et donc, s'il y a une tentative de changer, de basculer carrément les rôles entre l'homme et la femme, pour Simone de Beauvoir et d'autres, je dirais, féministes, ils partagent cette idée. Mais pour moi, l'émancipation, c'est, comme j'ai dit, c'est le progrès, c'est l'épanouissement personnel, mais dans des conditions, je dirais, des conditions élaborées par la société, comme j'ai dit. Ils ne doivent pas dépasser, comme j'ai dit, les lignes rouges, tout simplement. On est bien d'accord là-dessus. Donc là, je vous ai posé cette question parce qu'on va s'attarder sur un autre point, c'est que cette loi, comme on a déjà dit, c'est une première au Maroc. On revient vers le harcèlement sexuel juste pour faire la corrélation et qu'on reste dans le même sujet de débat. Donc cette loi est une première au Maroc qui va nous aider à diffuser cette culture de respect de la femme, mais qu'en est-on par rapport à l'émancipation de la femme? Pourquoi je dis ça? Parce que déjà les statistiques démontrent indiquent qu'on n'est pas en avance par rapport à l'émancipation de la femme. Pourquoi? On a 67% des femmes chefs de ménage qui n'ont aucun niveau scolaire. On a la participation de la femme dans les marchés de travail et de 22% par rapport à l'homme. On a les femmes en dehors du marché représentent à peu près 10 millions de femmes au Maroc. Et donc là, et vous savez aussi que le taux d'activité des femmes a reculé de 3,5 points durant ces dernières années. Ce sont des chiffres du HCP, juste pour information. Donc les femmes jusqu'aujourd'hui n'ont pas les mêmes opportunités de travail que l'homme, n'ont pas les mêmes chances d'accès à l'éducation que l'homme. Donc là, ma question est, est-ce que le respect de la femme n'englobe pas aussi ces opportunités de travail et les chances d'accès à l'éducation? C'est une question un peu complexe, mais je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire par cette question. En fait, à mon avis, je pense que ça reste un problème qui reste toujours lié à la culture marocaine. Surtout lorsqu'on continue à parler que le mariage dans la culture marocaine, on considère toujours que le mariage est beaucoup plus important que la carrière professionnelle. On a toujours cette tendance de familles marocaines qui encouragent leurs filles à penser plus vers tout ce qui est mariage. Vers la stabilité familiale. Exactement, que vers la carrière professionnelle. Oui. Encore pire. On associe tout ce qui concerne la responsabilité de maison, c'est-à-dire du foyer exactement, à la femme. Les tâches ménagères, l'éducation des exactement. Enfants. On ne peut pas voir par exemple un homme qui change les couches de ses enfants ou bien un homme qui va s'occuper de la nourriture. Vous avez envie de changer les couches de vos enfants? Bien sûr, c'est toujours un plaisir, pourquoi pas. Et bien sûr, c'est ça le plaisir de la relation en fait. Exactement. Je pense que tout est lié à la culture. On doit changer, on doit commencer tout d'abord par ce changement culturel, parce qu'on a tous vécu dans cette je dirais, dans cette contradiction culturelle, parce que l'islam a toujours accordé une place très très importante à la femme, contrairement à la culture qui a toujours essayé de valoriser la présence masculine et en défaveur de la femme. On cherche toujours à booster cette présence masculine dans la société marocaine en défaveur de la présence féminine. Et je pense que parmi les solutions qu'on peut entreprendre pour résoudre ce genre de problème, c'est le changement. C'est l'éducation. À mon avis, tout changement réside dans l'éducation. On doit commencer par le changement de mentalité au Maroc. Et puis, si on continue à croire que l'affaire, ou bien le problème des femmes, c'est un problème que la femme à elle seule doit gérer, je pense que c'est l'une des pires erreurs que l'on puisse vivre au XXIe siècle. À mon avis, c'est une affaire qui concerne tout le monde, où tout le monde doit y contribuer. Je pense que même le gouvernement doit instaurer les valeurs et cette éducation sexuelle qui va permettre aux futures générations de vivre dans un avenir meilleur. Donc je pense qu'on doit commencer tout d'abord par l'éducation afin de vivre dans un avenir meilleur. On est bien d'accord. Donc tout changement réside dans l'éducation, selon les propos de M. Slaïbi. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, je suis tout à fait d'accord. Et comme j'ai dit, l'éducation permet de réduire le chemin. Et l'éducation a un poids, et je dirais aussi un rôle important dans la préparation des générations cultivées et éduquées. Et je suis tout à fait d'accord, l'éducation est toujours au premier rang.
l'éducation, que ce soit dans la famille et aussi dans l'école. Ouais. C'est-à-dire, il faut d'abord, pour moi, les parents doivent acquérir au minimum des connaissances basiques des sciences, sur la psychologie de l'enfant, la pédagogie, aussi sur les bonnes pratiques de la religion. C'est très important ce point, Oui. les bonnes pratiques de Vous la avez religion. évoqué ça tout à l'heure. Oui, les exactement. bonnes pratiques de la religion. Deuxième point, l'éducation à l'école et aussi à la faculté, c'est très important parce que si on veut parler par exemple de l'éducation à l'école, Il faut instaurer ça dans les programmes scolaires. oui, programmer des séances, Oui. par exemple à l'éducation Oui, à des la ateliers de sexualité, sensibilisation. afin de sensibiliser les jeunes aux conséquences néfastes de cet acte. Et aussi, comme j'ai dit, l'éducation ne se limite pas uniquement dans la famille aussi, mais aussi à l'école et à la faculté. Et par rapport à la question du respect, le respect, comme vous savez, c'est une valeur qui est universelle. Il n'englobe pas uniquement, je dirais, ses composantes, le travail de la femme, les conditions propices, le salaire, ainsi de suite. Bien sûr, ce sont des droits, Oui. des droits. C'est une preuve concrète du Oui. respect des droits de la femme. Oui, bien sûr, mais aussi, il faut, comme j'ai dit, il faut construire d'abord des bases, les bases du respect. Il faut satisfaire les besoins de la femme en termes des droits fondamentaux d'abord. Les droits fondamentaux, puis on cherche à satisfaire d'autres besoins. Tout à fait, exactement. Et- Donc là, je vais vous interrompre là-dessus pour qu'on passe à l'intervention de Bedaya Alors, sur ce sujet. Oui, alors moi je dirais, je n'aime pas trop qu'on appelle ça la culture de respect. Parce que c'est, comme a dit Oussama, et que je partage vivement, c'est une culture de droit. Donc c'est apprendre, c'est l'opportunité de travail, l'accès à l'éducation, ce sont des droits. Oui. On n'attend pas qu'on respecte la femme pour lui donner la possibilité d'avoir un poste. À savoir que c'est vrai que tous les statistiques, je pense que vous avez présenté tout à l'heure... Du HCP, d'une enquête de 2017. Exactement, bien récente. mais ça ne montre guère que la femme est infériorisée à ce point. Il y a des femmes caïdes, il y a des femmes agents de police, il y a des commandants de bord, il y a des chauffeurs de taxi, il y a même des femmes qui prennent la responsabilité Mais, d'assumer des familles. Vous êtes en train d'évoquer la question de la parité. Et je crois qu'au Maroc, on a fait une grande avancée en termes de parité. Ça veut dire la femme, désormais, elle peut accéder à des postes de grande responsabilité. On a des femmes ministres, on a des femmes responsables de grandes entreprises. Une seule femme Un seul femme ministre, mais bon, on a des femmes quand même qui ont des postes étatiques et de grandes responsabilités Juste- gouvernementales. ouais, Mais là, juste on n'a pas de problème de parité, mais on a un problème d'égalité. Donc là, il y a une grande différence, si vous me permettez, parce que là, on est en train de parler des chances d'accès à l'éducation, surtout dans le milieu rural et aussi dans le milieu urbain, dans les toutes petites villes, dans les zones enclavées. Et aussi, on est en train de parler des opportunités de travail aussi. Oui, je suis tout à fait d'accord avec vous. C'est vrai qu'on ne discute pas de problème de parité, mais d'égalité et d'équité en plus. Exactement. Mais je voudrais juste dire que, et ça je le répéterai toujours, déjà pour une éducation, pour que ça soit introduit dans une éducation, il faut qu'il y ait une prise de conscience. Vous savez, si on sous-estime une femme, c'est qu'on sous-estime, Ses on compétences, ses sous-utilise son capacités. potentiel, Oui. on handicape notre économie. Oui. C'est un être humain avec un potentiel très bien, avec un potentiel qui peut donner on va dire meilleur, qui peut aboutir à faire quelque chose. C'est un être humain avec toutes ses capacités. Donc si on donne... C'est vrai que l'éducation elle a un rôle très très important parce que c'est elle qui arrive, qui peut, on va dire, qui insère la notion de confiance chez la femme, exactement. C'est quelque chose qui commence. Avant de conclure ce débat, je vous donne la parole et on fait le tour de table pour un dernier mot. Et donc je commence par Simon Tirabi comme d'habitude. Donc voilà, je pense qu'on a essayé à peu près de faire le tour.
Je pense qu'on est tous d'accord sur le fait que la situation de la femme marocaine reste toujours défavorisée par rapport à la situation de l'homme. Malheureusement, on essaie toujours d'instaurer cette culture qui booste la présence masculine dans la société marocaine. Et je pense que, comme j'ai déjà dit, que l'affaire de la femme marocaine reste une affaire qui doit englober tout le pays, voire ça doit être dans une perspective qui est universelle. C'est pas juste l'affaire de la femme à elle seule, mais ça reste une affaire universelle. Donc je pense que c'est une affaire gouvernementale, sociétale. Exactement, ça demande l'implication du gouvernement par le biais de l'éducation nationale. On peut organiser encore des ateliers de sensibilisation, donc il y a pas mal de choses à faire là-dessus. Tout simplement, c'est l'affaire de tous et toutes. Exactement. Donc là, je cède la parole aussi par rapport à la loi de l'harcèlement sexuel, comme j'ai dit, c'est une loi qui mérite d'être encouragée, mais qui nécessite des améliorations profondes. Bien sûr, c'est un pas en avant. Le Maroc s'inscrit dans cette logique de démocratisation de la société et de satisfaire bien sûr les besoins de cette catégorie de la femme. Donc c'est une loi qui, comme j'ai dit, qui mérite des encouragements. J'insiste beaucoup sur le rôle de l'éducation à la famille et l'éducation au sein de la faculté et à l'école aussi. L'éducation joue un rôle important dans l'encadrement des générations. Donc l'éducation, c'est le noyau, oui, c'est le noyau. Avant d'instaurer cette culture de respect, il faut tout d'abord instaurer un système éducatif qui favorise la question de la femme. Oui, qui favorise la question de la femme et la question aussi des droits en général. Il faut programmer bien sûr des modules ou bien des séances qui s'intéressent à cette question des droits de la femme ou bien les droits en général, je dirais, en particulier les droits de la femme. Il faut favoriser l'échange et surtout la tolérance d'esprit universel dans l'école, c'est-à-dire penser globalement mais agir localement. Il faut aussi encourager les initiatives de la femme afin de lutter contre cette image, je dirais, passive véhiculée dans les réseaux sociaux et dans les supports informatifs en général. Donc c'est le rôle prise de conscience sociétale et sociétale. Donc il y a le rôle bien sûr de la famille, comme j'ai dit, le rôle de l'éducation et le rôle de la société, le rôle du système juridique aussi. Il doit préparer un arsenal des lois. Encore une fois, le rôle de tous et le rôle de tous. Oui, c'est un processus bien sûr perpétuel, permanent. Bien sûr, comme j'ai dit, c'est un pas en avant. Parce que même dans les pays développés, la question de la femme est toujours en mouvance perpétuelle. On ne s'arrête pas là où devant les acquis et l'arsenal juridique tout à fait. qu'on possède actuellement. Donc on ne doit pas se limiter uniquement dans cette loi. Bien sûr que c'est une loi, comme j'ai dit, encourageante. On doit essayer de découvrir d'autres horizons afin d'améliorer le bien-être de la femme et le bien-être de la société en général. Tout à fait. Merci beaucoup, Sir Oussama Rabaa. Dernière intervention de Badria Nassar. Alors, de mon côté, j'insiste toujours sur la prise de conscience. Oui. J'insiste toujours sur l'éducation parce que, en fait, comme on a vu dans ce débat, qui est très très intéressant, parce que déjà le thème est très très intéressant, et puis c'est quelque chose d'actualité. Ça aide aussi à mettre le pont sur les détails, pour éradier le manque d'informations dont on a parlé tout à l'heure. Et puis, c'est le rôle de toutes les parties prenantes, que ce soit le travail, la famille, l'école. C'est une prise de conscience, et je le répète, c'est toujours une prise de conscience. Je ne dirais pas que la femme actuellement au Maroc est dans une situation défavorisée, non, parce qu'elle commence à devenir plus courageuse, contrairement à ce qu'a dit exactement, elle existe dans tous les domaines, elle intègre les postes de responsabilité, intègre des postes déjà qui étaient destinés pour les hommes. Donc je crois que c'est question de développement, question d'évolution, mais à savoir que elle est la moitié de cette société. Donc, si on est à développer sa situation, c'est qu'on développe toute une société et les générations qui viennent aussi. Et surtout l'économie du pays. Exactement. Donc merci beaucoup pour toutes vos interventions. J'espère que ce débat a été assez riche parce que je sais que vous aviez beaucoup d'informations à partager avec
nos téléspectateurs, mais malheureusement notre débat touche à sa fin et ce fut un énorme plaisir de vous recevoir. J'espère que c'est valable pour vous Oui, aussi. bien sûr. Et j'espère que ce débat a apporté de nouvelles informations. Si c'est le cas, suivez-nous sur Campus TV dans La Voix du Campus. Merci encore une fois d'avoir accepté notre invitation et vous pouvez réagir avec nous, téléspectateurs, et nous poser vos questions sur la page de Campus TV. Je vous dis à très bientôt dans un deuxième épisode avec de nouvelles thématiques et de nouveaux sujets de débat. Je vous souhaite une excellente soirée sur Campus TV. À très bientôt.